Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal. Il aura porté durant 50 ans la voix de l'Algérie post-indépendance. L'ancien président Abdelaziz Bouteflika est décédé hier à l'âge de 84 ans. Il avait été chassé du pouvoir par la rue en 2019. Ils ne veulent pas d'une réforme de l'AVS sur le dos des femmes. Plusieurs milliers de manifestants sont attendus cet après-midi à Berne pour protester contre le relèvement de l'âge de la retraite à 65 ans. On retrouvera Julien Guillaume au départ du cortège. Et puis, en fin de journal, on ouvrira une page sport avec vous, Alberto Montesissa. On reviendra bien sûr sur la victoire du Lausanne HC face à Servette hier soir à Malais. Après 6 défaites consécutives sur leur patinoire, les Lausannois sont finalement parvenus à battre leurs voisins. L'ancien chef de l'État algérien Abdelaziz Bouteflika est donc décédé ce vendredi à l'âge de 84 ans. Il n'était plus que l'ombre de lui-même depuis un accident vasculaire cérébral en 2013, mais on se souviendra de lui comme l'une des figures majeures de l'indépendance algérienne. On revient sur son parcours avec Cédrine Verguin. Il avait finalement cédé. Le 2 avril 2019, après 20 ans au pouvoir, Abdelaziz Bouteflika avait remis sa démission au Conseil constitutionnel. Des milliers d'Algériens avaient alors crié victoire, après des semaines de crise politique déclenchées par l'annonce du président algérien de briguer un 5e mandat malgré sa santé défaillante. Une fin amère pour celui qui arrive au pouvoir en 1999. Abdelaziz Bouteflika apparaît alors comme l'homme de la réconciliation nationale entre pardon et oubli. Je suis en train de jouer... excusez-moi l'expression, les pompiers. J'éteins l'incendie, je l'éteins par des moyens locaux, par des moyens d'importation, j'éteins l'incendie. Sa légitimité, il la puise dans une existence intimement liée à celle de son pays. Maquisard, luttant contre l'occupant français, proche de Boumedienne, le père de l'indépendance, puis diplomate de haut vol, Abdelaziz Bouteflika incarne l'Algérie socialiste et révolutionnaire. Dans le monde, il y a des forces progressistes, il y a des forces impérialistes. Nous sommes obligés d'aboutir à la conclusion qu'il y a un plan impérialiste qui est mis en application. Mais le ministre devenu président incarne aussi les dérives du système FLN, le Front de Libération Nationale au pouvoir depuis l'indépendance. Accusation d'enrichissement personnel, mais aussi de complicité avec un pouvoir militaire qui garde la haute main sur l'avenir de la nation, une accusation qu'il rejette. Je suis l'Algérie tout entière. Je suis l'incarnation du peuple algérien. Alors dites aux généraux de me bouffer s'ils peuvent le faire. La maladie, elle, le pourra, en conclusion d'une traversée du désert qui l'envoie en exil discret en Suisse dès 1982. C'est à cette époque que commencent ses séjours mystérieux et prolongés à la clinique de Genolier ou aux hôpitaux universitaires de Genève, où il est traité pour des affections rénales. Son retour au sommet du pouvoir en 1999, dans les habits du sauveur de la nation, lui confère pour un temps une aura de vieux résistant définitivement insubmersible. Mais ce mirage s'efface, lui aussi. C'est finalement épuisé, malade, usé jusqu'à la corde, que le vieux combattant anti-colonisation quitte finalement la scène. Le livre d'histoire se referme. Un coup dans le dos, le torpillage du contrat du siècle. La France ne décolère pas après l'annulation du contrat d'achat des sous-marins conventionnels passés avec l'Australie. Conséquence historique, Paris rappelle ses 2 ambassadeurs basés à Washington et Canberra pour consultation. Annabelle Durand. C'est une crise sans précédent entre alliés. Et Paris ne décolère pas après l'annulation du contrat qualifié d'historique entre la France et l'Australie. Canberra devait acheter 12 sous-marins conventionnels, mais l'Australie a changé de stratégie et se tourne vers les États-Unis et la Grande-Bretagne pour se doter à l'avenir de sous-marins nucléaires. Un coup dans le dos, un torpillage en règle, la France rappelle ses ambassadeurs à Washington et en Australie. À la demande d'Emmanuel Macron, je suis rappelé à Paris avec mon collègue de Canberra pour consultation. Ceci reflète la gravité exceptionnelle des annonces faites le 15 septembre. Un comportement inacceptable entre alliés. La France qui parle même d'un coup bas façon Donald Trump de la part de Joe Biden, comme une insulte qui ne résonne pas vraiment aux oreilles de la Maison-Blanche.
Je dirais que le président n'y réfléchit pas beaucoup. Le président se concentre sur le maintien et la poursuite de nos relations étroites avec les dirigeants de la France, du Royaume-Uni, de l'Australie et sur la réalisation de nos objectifs mondiaux qui comprennent la sécurité dans l'Indo-Pacifique. C'est son objectif et nous continuerons à travailler sur un partenariat constructif et productif avec les Français. Paris doit maintenant digérer cette gifle commerciale et diplomatique, mais surtout faire en sorte que l'annulation de cette commande de 56 milliards d'euros ne pèse pas trop lourd pour son industrie aéronautique et en particulier pour Naval Group. Retour en Suisse, à Berne, syndicats, organisations féministes et la gauche appellent cet après-midi à une manifestation nationale pour s'opposer à la réforme de l'assurance vieillesse. Principal point de mécontentement, le relèvement de l'âge de la retraite des femmes de 64 à 65 ans, décidé en juin dernier par le Parlement. Julien Guillaume, on vous retrouve à Berne au départ de la manifestation qui doit débuter vers 13h30. Plusieurs milliers de personnes sont attendues. Oui, pour l'instant, les manifestants arrivent gentiment et on peut déjà lire le slogan phare de cette manifestation, « Pas touche à nos rentes ». Alors pour les organisateurs, eh bien, ils ne veulent pas, absolument pas, de cette hausse de l'âge de la retraite des femmes. Une hausse qui pour eux équivaut en fait à une baisse des rentes. Les femmes travailleraient une année de plus et toucheraient une année de rente en moins. Et de marteler aussi que déjà aujourd'hui, les femmes touchent en moyenne, une fois arrivées à la retraite, un tiers de rente en moins que les hommes, premier et deuxième pilier compris. Alors les syndicats ont déjà annoncé qu'ils lanceraient un référendum cet automne pour combattre cette hausse de la retraite des femmes. Alors pourquoi, me diriez-vous, cette manifestation aujourd'hui ? Eh bien, avec cette démonstration de force, eh bien, les organisateurs comptent bien faire plier le Parlement sur d'autres points de cette réforme de l'AVS qui est actuellement en cours au Parlement, en plénum, mais aussi sur la réforme du deuxième pilier qui sera prochainement débattue au Parlement. Bref, deux réformes qui ne doivent pas se faire sur le dos des femmes. Ici, le cortège devrait s'ébranler aux alentours de 13h30, converger ensuite vers la place fédérale où il y aura des discours dès 15h. Merci Julien, en direct de Berne. Il coûte chaque année 200 millions de francs aux collectivités publiques, les déchets abandonnés à même le sol. Alors, pour lutter contre ce fléau, des milliers de bénévoles dans toute la Suisse se donnent rendez-vous ce week-end pour mener des actions de nettoyage. Nom de code Clean Up Day. Benoît Grand-Clément et Daniel Bachmann. Je me réjouis que vous êtes si nombreuses aujourd'hui pour aider à nettoyer notre quartier. Un quartier parmi d'autres en ville de Bienne et ses déchets habituels qui jonchent le sol. Cela s'appelle le littering qui coûte chaque année 200 millions de francs aux collectivités publiques. Et par terre, on trouve de tout. De la bière, des bouteilles, des papiers, des déchets. Qu'est-ce que tu penses de ces gens qui laissent ça par terre alors? Que c'est pas bien. Que c'est les cochons qui font. Des cigarettes et puis de la bière et du caca. Une telle opération de nettoyage, cela se prépare. Chacun est équipé de gants, de sacs et de pinces pour ne pas se salir. Mais derrière cette action se cache en fait un vrai message. On ne jette pas les papiers par terre. Les mégots de cigarettes, ça pollue 7000 litres d'eau pour un mégot de cigarette en termes de dégâts. Le plastique ne se décompose pas. Alors tout ça, en fait, c'est ça qui est important. C'est l'aspect un peu éducatif. Si la jeunesse était présente en masse cet après-midi à Bienne, c'est bel et bien une aînée de ce quartier de la ville qui est à l'origine de cette action dans le cadre d'un projet de bénévolat. L'idée ici, c'est de ramasser les déchets, donc mêler en génération. Et ça, je trouve une très bonne idée. Parce que ce n'est pas un problème des jeunes et pas des vieux, c'est un problème de tout le monde. Ces opérations de nettoyage vont se poursuivre tout le week-end en Suisse. Plus de 600 actions seront menées grâce à 40 000 bénévoles. Et lui, il ne récolte pas les déchets, mais les exploits sportifs. C'est l'heure de notre page sport avec vous, Alberto Montesissa. Bonjour. Bonjour. Alors, je vous écoute. Oui, le premier derby lémanique de la saison a vu Lausanne s'imposer 2-1 face à Genève. Il y avait comme un air de fête pour cette première rencontre de la saison à Malais avec plus de 7000 spectateurs.
Les Lions lausannois trouvent l'ouverture à la 18e à la suite d'un dégagement de Stéphane. Douai a pu servir Gernhardt pour le 1-0. Ça fait vraiment du bien d'avoir pu gagner ici à la Vaudoise contre Genève. Ça faisait un moment maintenant. Et puis, oui, je pense qu'on a fait un bon match, mais Gauthier sort aussi un gros match. Donc, mais c'est à nous, joueurs, de trouver un chemin de marquer ses buts, d'être allé plus devant le gardien adverse, faire des meilleurs shoots, je sais pas. Mais le powerplay qui ne clique pas encore, on a beaucoup de potentiel, je dirais encore. Winnick égalise pour Servette, mais Fuchs, lors de la prolongation, inscrit le but de la victoire. 2 ans, il aura donc fallu attendre 2 ans pour voir Lausanne battre Genève dans sa nouvelle enceinte. Enfin, diront les statisticiens et les fans lausannois, vexés de ne pas parvenir à prendre le meilleur sur les Aigles genevois à domicile. Dans les autres matchs, victoire de Bienne à Lugano et défaite d'Ajoie à Zurich. Et en football, Alberto, c'est avec une belle victoire que l'équipe suisse féminine a entamé les qualifications pour la Coupe du Monde. Oui, la sélection rouge à Croix-Blanche a gagné sans sourciller 4-1 face à la Lituanie. La rencontre s'est jouée à Thun. Alisha Lehmann ouvre logiquement la marque après 15 minutes de jeu. Un score qui ne reflète pas la physionomie du match, tant les Helvètes ont dominé 4-1, score final. Prochain match pour les Suissesses sera mardi en Moldavie. Et toujours en football, Alberto, hier soir, c'était les premiers matchs des 16e de la Coupe de la Coupe de Suisse. Oui, un week-end dédié à la Coupe. Hier soir, Yverdon, Lausanne, Servette se sont imposés. Neuchâtel, Xamax, lui, a échoué face à Lugano. Malgré un Théo Guivarch, le gardien de Châtelois en état de grâce hier soir, qui a réalisé parade sur parade, la désillusion est cruelle pour Xamax. Opposé à Lugano, les Romans ont craqué à 1 minute de la fin sur ce but de Lingwoi. La suite cet après-midi dès 17h sur RTS2 avec Stade Lausanne-Ouchy face à Sion. Et encore un mot de tennis avec l'équipe de Suisse de Coupe Davis qui a gagné ses 2 premiers matchs hier. Oui, à Bienne, même sans Wawrinka et Federer, la Suisse mène 2-0 face à l'Estonie après les 2 premiers simples. Lors du premier match, Dominique Stricker, à l'image lauréat de Roland Garros Junior 2020, s'est imposé en 2-7 devant le numéro 1 estonien Vladimir Ivanov. Henri Laaksonen a apporté un 2e point. L'équipe de Suisse a fait un grand pas vers les barrages du groupe 1 mondial. Aujourd'hui, suite et fin avec le double des trésors, suivi par les 2 simples. Eh bien, merci Alberto pour ce riche programme. Bonne journée à vous. Merci. C'est une véritable course contre la montre qui est lancée à Fuy, en Valais. Des villageois se battent pour sauver une fresque peinte en 1941 et représentant les travaux de la vigne. Le temps leur est compté. Erwan Jagu et Florence Wustiner. Sous un avant-toit en plein centre de Fuy se dissimule dans l'ombre une fresque de 33 mètres. Une vision panoramique du travail des vignerons, peinte en 1941 par Pierre Faval. Et un témoignage du passé que la population ne veut pas voir disparaître. Les gens sont attachés à cette fresque. Les plus anciens de Fuy se rappellent quand la fresque a été peinte, ils se souviennent des travaux qui ont été réalisés sur cette cave. Donc on voit que ça fait vraiment partie de l'histoire de Fuy. Mais pour sauver la fresque, il faut de l'argent, 160 000 francs. Une association a donc été créée, une recherche de fonds lancée via les réseaux sociaux. Pour l'heure, 60 000 ont été récoltés. Ils ont permis à des travaux préparatoires de débuter. Avec la proximité de la route, les gaz d'échappement, en fait, la poussière s'est accumulée et on ne peut pas détacher une peinture qui est sale. Donc la première étape, c'est d'enlever toutes ces crasses. Ensuite, on a des zones qui sont plus fragiles, des zones qui sont écaillées. Donc on va devoir venir faire un refixage. Reste ensuite un gros travail de consolidation avant de retirer la fresque, tronçon par tronçon, de la couche d'enduit sur laquelle elle a été peinte. Le peintre, il a travaillé avec de maçons, donc ils ont décidé ensemble quelle partie ils allaient appliquer d'enduit pour que le peintre travaille dans la journée. Donc ça, c'est vraiment une méthode traditionnelle qui a été utilisée au Moyen-Âge, Renaissance. Débutée il y a quelques jours, la durée des travaux sur la fresque dépendra de la récolte d'argent en cours. Chaque franc compte, donc 1 franc c'est 1 centimètre, donc on essaye vraiment de pouvoir, avec l'argent récolté, sauver le plus de mètres carrés de fresques. Dans 3 mois, le bâtiment sera démoli, que la fresque ait été entièrement déplacée ou non. Les parties sauvées seront ensuite restaurées en atelier. Et après ce sauvetage de fresques, on va parler sauvetage de téléski ou encore dégustation de bons produits du terroir. On retrouve tout de suite Raphaël Pensioni et Julien von Roten pour revoir les meilleurs moments de l'émission Couleurs locales de cette semaine.
Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, soyez les bienvenus à Couleurs Locales. Nous sommes dans le canton de Neuchâtel, proche de la vue des Alpes, pour parler d'un sauvetage, celui d'un téléski laissé à l'abandon depuis 2012. Mais c'était sans compter la collaboration de 3 amis soutenus par la population. Et on rencontre le président de l'association du téléski du Crémeron, Nicolas Grandjean, bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci. Qu'est-ce qui vous a motivé, avec 2 amis, à vous lancer dans cette aventure de remettre en fonction ce téléski? Nous sommes unis par une affection pour cette région, au cœur du canton de Neuchâtel, à la riche histoire touristique et d'activités de loisirs, et aussi le regret de constater que ces activités s'effritent au cours des dernières années. On pense à des téléskis à l'arrêt, on pense à des restaurants aussi qui ont cessé leur activité. Et donc pour nous, de faire revivre ce téléski, c'est un engagement bénévole pour l'avenir de cette région, avec une composante sentimentale et affective. Pourtant, c'est un lieu extrêmement prisé dans le canton de Neuchâtel, qu'on vienne du haut, qu'on vienne du bas. On vient ici l'été, on vient ici l'hiver. Qu'est-ce qui fait que finalement, c'était plus très intéressant de skier ici? En fait, oui, c'est le bon lieu pour faire du ski. Et en tout cas, pour 2 raisons. D'une part, à cause de l'enneigement qui est quand même très favorable dans cette combe. Les fondeurs le savent très bien. Et puis aussi parce que ce téléski est relié en fait au téléski de la Roche-au-Croc et de la Courbatière qui sont juste de l'autre côté du Cré. Donc il y a vraiment l'opportunité de créer comme une petite station de ski. Oui, vous allez vous associer avec les autres qui sont déjà présents et ça c'est important, par exemple pour faire baisser les coûts de la dameuse. On compte évidemment beaucoup sur le concours de la Société des téléskis de la Courbatière et de la Roche-au-Croc pour nous aider à l'exploitation, effectivement le damage des pistes. Et surtout vous avez pu compter sur la générosité de la population, vous avez pu récolter des sous, jusqu'à 100 000 francs au total. On a récolté plus de 30 000 francs par une opération de crowdfunding avec plus de 200 donateurs. Et puis l'opération de recherche de sponsors a aussi permis de récolter plus de 70 000 francs de promesses. Est-ce que vous avez assez de sous pour ouvrir au mois de décembre? Alors oui, nous avons assez de moyens pour ouvrir en décembre, mais nous sommes toujours à la recherche de sponsors et notamment pour installer ici au bas du téléski un mini-lift pour les plus petits. Nicolas Grandjean, merci beaucoup. Bonjour, très heureux de vous retrouver. Le 9e marché concours suisse des produits du terroir, c'est déjà les 25 et 26 septembre prochains. Un week-end durant lequel vous pourrez déguster pas moins de 1200 produits du terroir. Un record des fromages, des saucissons, des liqueurs qui sont actuellement en compétition. Bonjour Daniel. Bonjour Julien. Merci beaucoup de nous accueillir. On le voit, vous êtes en plein travail, vous êtes fromager bio. Ça fait combien de temps que vous faites du fromage bio, dites-moi? Ça fait environ une vingtaine d'années. Dans les années 2000, il y a eu la transition entre le bio et le traditionnel pour la moitié du quota qui est transformé ici sur le site de Develier. Et c'est quoi alors la grande différence entre un gruyère bio et un gruyère normal, si j'ose dire? La différence principale, c'est la production laitière. Pour nous, à la fabrication, ici, dans le cadre de la fromagerie, on n'a pratiquement aucune différence pour le travail, les processus. On va utiliser uniquement des produits qui vont être bio pour ce qui est des cultures et de toute la manutention, alors que chez les producteurs, il y a d'autres contraintes qui sont beaucoup plus importantes, quoi. On l'a entendu, je l'ai dit un peu plus tôt dans l'émission, 5,5% d'augmentation dans la vente de gruyère. Vous aussi, vous ressentez cet engouement pour le fromage ici en Suisse? Tout à fait, là, on est vraiment, comme on dit chez nous, au taquet. On produit pratiquement la totalité du lait qui est coulé ici sur le site. On est juste limité avec les capacités des cuves qu'on a. On a 2 cuves de 5000 litres. À part ça, on est dans le Jura, on n'est pas en gruyère. Vous faites du gruyère en Jura? Tout à fait, on est dans la zone d'appellation d'origine. Et puis, on a vraiment aussi la possibilité de transformer ce magnifique produit, quoi. Un petit mot rapidement, vous n'avez pas eu le temps de vous inscrire au marché concours. Vous avez fait médaille d'argent il y a quelques années. Pourquoi c'est important de participer à ce type de concours et qu'ils existent? Alors c'est vraiment une mise en valeur de tous les produits régionaux et locaux surtout. Et puis ça va permettre aux producteurs, dans le cadre de cette journée, ces 2-3 journées sur le week-end, d'avoir le contact avec le consommateur. C'est vraiment ça qui fait la liaison entre, on va dire, la campagne et la ville. Merci beaucoup Daniel, je vous laisse travailler. Merci à vous.
C'est la fin de ce journal. Tout de suite, la météo de Maria Métral. Et puis votre émission Faut pas croire s'intéressera au mythe du loup, du chaperon rouge à l'inquiétante bête du Gévaudan avec l'historien Michel Pastoureau. Très belle journée ensoleillée à vous. On se retrouve ce soir. Suivez l'information en continu sur RTS Info.